Trois membres de la société, donc trois frères qui sont nés tous à Nons-le-Saunier et qui étaient membres de la société d'émulation entre les années 1833-34 et les années 1845-46. Et donc la particularité, c'était qu'ils avaient tous un lien avec le patrimoine naturel, puisque comme vous le voyez sur le titre, c'était les frères Goudot naturalistes. Alors je vais vous lire directement cette citation de François-Désiré Roulin, qui est quelqu'un qui a connu les trois frères Goudot. De tous les hommes qui par différents moyens concourent à l'accroissement des connaissances humaines, les voyageurs sont incontestablement ceux dont le travail est à la fois le plus pénible et le moins récompensé. C'est beaucoup si on daigne leur tenir compte des fatigues et des privations qu'ils s'imposent. On oublie les dangers de diverses natures auxquels ils sont tous plus ou moins exposés, dangers tels cependant que la durée moyenne de leur vie s'en trouve réduite au point de n'être guère que la moitié de celle des savants sédentaires. Donc c'est une citation de 1830. Et ce François-Désiré Roulin, en fait, a fait partie d'une expédition où l'un des frères Goudot, celui dont je vais vous parler en premier, Justin, était mort. Et vous allez aussi vous rendre compte que ces frères Goudot, étant des voyageurs naturalistes, ils ont, pour au moins deux d'entre eux, eu des vies relativement étoffées, mais aussi relativement courtes. Donc juste pour que vous vous rendiez compte, en fait ils n'étaient pas trois, ils étaient 7. Mais sur les 7, déjà il y en a deux, les deux derniers, qui n'ont pas vécu très longtemps, Aimé Emmanuel et Élisée Joseph Alexis. Et puis les deux aînés, Aimé Philippe Goudot et puis Joseph Amédée Goudot, eux n'ont pas eu des productions et n'ont pas retenu en fait et laissé des traces dans l'histoire, mais en tout cas je ne vais pas chercher à les retrouver et surtout pas en lien avec tout ce qui est patrimoine naturel. Par contre, les trois qui sont nés à pratiquement un an d'intervalle, donc en 1801, 1802 et 1803, à savoir Rose Étienne Simon, que je continuerai d'appeler Étienne dans la suite, Justin-Marie Goudot, que j'appellerai Justin ou Justin-Marie, et Jules Prosper Goudot, que j'appellerai Jules Prosper, parce que j'aime bien son prénom Prosper. Eux sont les trois frères Goudot dont je vais vous parler maintenant. Alors juste pour reprendre aussi les mots d'un de nos anciens présidents de la société d'émulation, Maurice Perrault, c'était le président en 1918, une très vaste présentation de l'association depuis sa création, donc sur un siècle, entre 1818 et 1917. Et à ce moment-là, il parlait dans son très grand laïus, il a parlé à un moment d'idée de la collection d'histoire naturelle. Vous savez qu'au tout début de la création du musée de la société d'émulation, qui est ensuite devenu musée de la ville de Lons-le-Saunier, les émulateurs, en fait, quand ils étaient intronisés dans la société d'émulation, ils venaient avec des objets patrimoniaux qu'ils donnaient au musée de la société d'émulation. Et en l'occurrence, les frères Goudot ont fait la même chose. Mais là, le président s'est un peu trompé parce qu'il a cru que c'était tout le même frère qui avait d'abord en 1842 amené des oiseaux empaillés. Et il a cru qu'en 1843, c'était de nouveau le même monsieur Goudot qui ramenait des oiseaux, mais non plus exotiques. Au départ, c'est des oiseaux exotiques, et ensuite il parle de Madagascar, c'est aussi exotique, en 1843. Mais à ce moment-là, en fait, c'est pas le même frère, et c'est ce dont on va se rendre compte. Et moins d'un siècle après leur existence, en fait, les frères Goudot, on avait un peu mélangé qui était qui. Et cette conférence, en fait, elle va servir un peu à vous remettre les choses en place.
pour que quand on vous parle de Justin, quand on vous parle d'Étienne et quand on vous parle de Jules Prosper, vous sachiez qui est qui. Donc je vais d'abord vous parler de Justin. Alors vous imaginez qu'à l'époque de leur naissance, et puis même à partir de 1820, il n'y avait pas encore forcément des outils numériques, caméras ou même appareils photo qui permettaient d'avoir des documents qui nous laissent des traces de à quoi ils ressemblaient. La seule trace, on en a une deuxième, je vous la montrerai après, de à quoi a pu ressembler Justin Goudot, c'est ce tableau. Donc ce tableau, c'est, j'ai le titre en dessous, c'est le dîner à Sainte-Marthe par François Désiré Rollin, donc le même. Et donc il avait aussi cette compétence d'être dessinateur. Et là, ce tableau représente en fait un moment de l'expédition qu'il a fait avec Justin Goudot. Et a priori, un des deux personnages, soit celui qui est en train de couper le poulet là, soit celui qui est en train de jouer avec le chien, un de ces deux-là doit être Justin Goudot, tel qu'on a compris qui était représenté sur ces dessins. Mais donc, je ne peux pas vous dire vraiment à quoi il ressemble, même si on a un passeport de Justin Goudot qui est conservé au musée de Lons-le-Saunier, mais la description dans le passeport n'est pas suffisamment complète pour arriver à savoir si c'est ce monsieur qui ressemble beaucoup à celui-là, et qui ont à peu près tous le même âge. Donc il avait 20 ans en fait au moment de ce décès. On va passer assez rapidement sur leur enfance de ces trois frères Goudot, et arriver tout de suite en 1822, donc Justin a 20 ans. Justin, il est à Paris, il est en train de finir ses études au Muséum d'Histoire Naturelle, et puis il est recruté, alors qu'il n'a même pas encore fini ses études, par un plénipotentiaire de Colombie qui s'appelle Francisco Antonio Zea, qui était en Europe en fait et en France pour arriver à trouver des spécialistes, des naturalistes notamment, pour créer l'équivalent du Muséum d'Histoire Naturelle et l'équivalent de l'École des Mines à Bogota et en Grande Colombie. Il y a plusieurs personnes qui sont parties en Colombie tous ensemble, et qui sont nommés ici, ils sont 5 si je me souviens bien. Donc Mariano Eduardo de Rivero, qui était un ingénieur d'école de mine, qui lui est pas français en fait, il doit être péruvien si je me souviens bien. Et puis les autres sont français. Jean-Baptiste Boussingault, lui, il était chimiste et ingénieur de l'économie de Saint-Étienne. François Désiré Rollin, donc ça fait 3 fois que je vous en parle, lui, il était médecin et physiologiste. Donc il a fait partie de cette expédition. Jacques Bourdon, c'est celui avec lequel Justin peut être confondu sur le dessin, le tableau que vous avez vu juste avant. Et lui était plus spécialisé dans tout ce qui est entomologie. Et Justin Goudot, en fait, il faisait partie de cette expédition en tant que botaniste formé au MNH. Et donc on a c'est dommage, voilà à quoi ressemblait M. Rivero. Ensuite, M. Boussingault, à peu près, juste après avoir fait cette expédition, une dizaine d'années après. Et puis, on a aussi à quoi ressemblait François Désiré Rollin, puisque ce François Désiré Rollin, après, il a été, quand il est revenu en France, il a été bibliothécaire à l'Institut de France. Et donc, il y a même un moulage de sa tête dans l'Institut. Et donc, avec tous ces personnages, en fait, Justin Goudot, il est parti en Grande Colombie, qui est devenue assez rapidement après la Nouvelle-Grenade. C'est le regroupement, en fait, en gros, de la Colombie actuelle et du Venezuela. Et avec l'objectif de faire son travail de naturaliste et de botaniste, qu'il a beaucoup collecté et qu'on a encore à l'heure actuelle dans divers musées, et notamment à Paris, mais aussi dans plein d'autres musées de par le monde, des planches d'herbier correspondant à ces récoltes. Et puis vous avez aussi d'autres spécimens, parce qu'ils récoltaient aussi des insectes, des serpents, voire même des mammifères. Et donc, avec toutes ces informations dont on dispose encore en fait dans ces différents musées,
on arrive à retracer à quel endroit Justin est allé collecter en Nouvelle-Grenade et en Grande-Colombie. Et donc on peut être très précis en fait pour savoir, en plus en ayant des récits de voyage et des informations sur par où il est passé avec ses collègues, on a ce complément en fait lié au fait qu'il a collecté beaucoup de choses et qu'il a aussi collecté des espèces végétales notamment qui n'étaient pas connues. Donc c'est ce qui est écrit ici en fait. Là vous avez un ordre d'idée du nombre d'espèces qu'il a collectées, 850 parts, donc 850 feuilles d'herbier, c'est seulement ce qui existe et ce qui est numérisé au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, mais il y en a sans doute le double, voire le triple, ou peut-être même encore plus, si on faisait la liste de tout ce qui se trouve dans tous les musées d'Europe et du monde. Justin, il a notamment découvert des espèces que personne n'avait ramenées auprès de spécialistes avant lui, et il a découvert notamment jusqu'à des genres nouveaux, donc le genre Cespedia, le genre Erania, sont des genres de plantes qui ont été décrites par Goudot. Donc c'est la façon dont vous devez comprendre en fait ce qui est écrit à la suite des noms ici de genre. Il y a le nom de la personne qui a décrit, donc là c'est Goudot. Quand vous voyez un nom de plante avec écrit Goudot après, c'est que c'est Justin Goudot, et pas un de ses frères, qu'il a décrit dans une publication très normée en fait. Et l'année que vous voyez ensuite, c'est l'année de la description. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup d'années qui sont après les années 1840 et souvent 1844. Et vous allez voir aussi que ce n'est pas toujours le nom de Goudot qui est indiqué, parce que des fois c'est lui qui a collecté, mais ce n'est pas lui qui a décrit la plante et envoyé ces informations dans un journal, dans une publication qui permet de reconnaître le fait que la plante est décrite. Et donc il a écrit des genres nouveaux, qu'il a dédiés à certains personnages de l'histoire de Nouvelle-Grenade, et d'autres ont écrit des genres en prenant son nom comme radical pour former le genre. C'est le cas de ce monsieur Joseph Dequet, qui était un aide naturaliste au Muséum d'Histoire Naturelle et qui donc voyait arriver les planches d'herbier de Justin Goudot, et en 1845, Justin étant revenu à ce moment-là en France, il a décrit une espèce trouvée par Goudot, et il l'a appelée Goudotia parce qu'il considérait que c'était un genre nouveau, que même le genre n'avait jamais été décrit. Et si on continue, alors vous imaginez, il y a énormément d'espèces de plantes qui ont été décrites soit par Goudot, soit par d'autres, mais toujours à partir des spécimens qu'avait collecté Goudot. Donc les plus anciens, ça date de 1828. À ce moment-là, c'est encore Justin qui décrit, avec des Anglais, et qui publie ça dans un bulletin de la Société linnéenne de Londres. Donc il envoie ça en 1827 et c'est publié en 1828. Et donc vous avez des espèces où on a sur la planche d'herbier en fait la localisation souvent très précise de l'endroit où ça a été collecté, ce qui permet de savoir où était Justin au moment où il a collecté ces plantes. Selon les espèces et les genres, les années ne sont pas forcément les mêmes. À un moment donné, vous allez voir qu'on a des années qui vont au-delà de la durée de vie de Justin Goudot. Justin Goudot, il a vécu donc de 1802 jusqu'en 1847. Mais parfois, les publications, elles ont eu lieu après son existence. Alors même si c'est Goudot qui l'a publié, c'était dans une publication qui est parue en 1862, donc après sa mort. Mais c'est quand même Goudot qui a écrit l'article pour cette espèce Erania laccifolia. Il a décrit des bambous, par exemple, aussi. Il a décrit des cacaoyers qui étaient spécifiques de la Colombie, qu'on ne trouvait pas ailleurs qu'en Colombie. Donc vous avez tout un tas de plantes. Mais il n'a pas fait que décrire des plantes, il a aussi récolté des insectes, et là, en l'occurrence, il ne les a pas décrits. Il les a ramenés au Muséum d'Histoire Naturelle, et il les a laissés à des spécialistes du muséum qui, eux, les ont décrits. Donc là, en l'occurrence, ce monsieur Guérin-Menville, c'est quelqu'un du muséum qui, quand Goudot est revenu
de sa longue pérégrination en Nouvelle-Grenade. Donc il est resté 20 ans, entre 1822 et 1842. Et bien, dès 1843, en fait, ayant ramené tout son stock, notamment d'insectes, il les a présentés au muséum et les spécialistes ont pu les décrire. Du coup, on a aussi trace de choses qui ont été décrites après le retour de Justin en France. Donc des insectes, des mollusques, des myriapodes, c'est-à-dire des bipates, un tapir. Alors là, en l'occurrence, son dessinateur et docteur François Roulin, il était déjà revenu avant Justin de Colombie, il est revenu en 1828. François Roulin, il avait décrit déjà l'espèce du tapir pinchak, qui est un tapir qui vit dans les Andes colombiennes. Mais Justin Goudot, en fait, il a complété les informations qu'on avait en 1828 en ramenant des ossements, des peaux de ce tapir jusqu'en France, et aussi en ayant des informations sur le mode de vie de cette espèce que n'avait pas forcément vu Roulin au moment où il était encore en Colombie. Et on a aussi beaucoup d'oiseaux, même si là vous avez une espèce qui est nommée, 3 même. Et là on se rend compte aussi que Goudot n'a pas attendu de revenir en France pour transmettre ses collectes au Muséum d'Histoire Naturelle. Là, vous voyez que ce monsieur Leçon, il a fait la description dès 1828. C'est parce qu'il avait reçu en fait les spécimens par la poste, entre guillemets, de la part de Justin Goudot. Il y avait des échanges assez conséquents et assez permanents. Tous les voyageurs qui allaient dans un sens ou dans l'autre entre l'Europe et la Nouvelle-Grenade, eh ben, les expatriés savaient qu'un tel arrivait et allait repartir à tel moment, donc ils le chargeaient de ramener la malle avec les spécimens à la destination des spécialistes du muséum. Et puis donc aussi des reptiles, un serpent, une tortue et un autre serpent qui ont été, eux, déterminés soit après le retour de Justin Goudot, soit même après sa mort par des spécialistes du muséum. Et quand on énumère en fait ce listing de toutes les espèces que Justin a pu ramener et qui n'étaient pas connues, donc du coup qui ont été décrites par lui ou par d'autres, on se rend compte que, eh ben, à un moment donné, il a dû passer par la Martinique. Parce qu'il y a des espèces qui sont pas présentes sur le continent sud-américain, notamment en Colombie, mais qui sont présentes qu'en Martinique. Donc ces sont là, en l'occurrence, des espèces de reptiles et surtout une espèce de crabe qui montre que Justin Goudot, il a dû passer en Martinique avant les années 1825. Donc peut-être même dès son arrivée en Nouvelle-Grenade, il a peut-être fait un crochet par la Martinique avant d'arriver, de poser le pied sur le continent sud-américain. Justin, il a donc d'abord, vous avez compris, travaillé pour créer ce musée d'histoire naturelle à Bogota. Et puis ça n'a pas duré longtemps en fait. Il avait été embauché pour 6 ans, et en fait, dès au bout de 4 ans, eh ben, l'État de Nouvelle-Grenade avait un peu des soucis financiers, donc il n'a plus pu payer les 5 personnes dont je vous parlais tout à l'heure, les 4 Français et le Bolivien. Et donc, soit ils sont repartis chez eux, c'est ce qu'a fait Roulin, c'est ce qu'a fait aussi d'autres. Et puis, Goudot, lui, est resté, de même que le spécialiste entomologique Bourdon. Justin Goudot, il est resté, et il a continué, en fait, de faire un travail d'acquisition de connaissances et de collecte de données naturalistes, tout en sachant qu'il fallait qu'il arrive à vivre et qu'il arrive à trouver de l'argent. Et donc en fait, il a profité de l'intérêt que les Européens avaient, notamment pour tout ce qui était plumage d'oiseaux, pour faire des plumes sur les chapeaux, de l'embellissement des belles de l'époque. Et donc il y a eu
commerce entre la Nouvelle-Grenade et l'Europe, et aussi entre la Nouvelle-Grenade et l'Amérique du Nord, les États-Unis, qui ont fait que un grand nombre de ces spécimens collectés n'ont pas été utilisés en fait pour la connaissance naturaliste, mais ont été utilisés pour créer des parures pour les dames de l'époque. Et puis il y a eu aussi des maisons de commerçants naturalistes qui, eux, profitaient du fait qu'à l'époque, au début du 19e siècle et toute la première moitié du 19e siècle, beaucoup de personnes étaient intéressées par la connaissance des espèces qu'on découvrait dans le Nouveau Monde et avaient envie d'avoir qui sa collection d'insectes venant de l'autre côté de l'Atlantique, qui sa collection de plantes. Et donc il y avait aussi, notamment à Paris, des maisons qui se spécialisaient dans la vente de ces objets naturalistes. Et donc Justin était en lien avec ces maisons, donc la famille Dupont, les frères Karazudaki et puis la maison Véro, c'est tous des commerçants en fait d'objets naturalistes pour les Européens et les Américains qui avaient envie d'avoir une collection, un musée personnel en fait chez eux où ils pouvaient regarder à quoi ressemblaient les oiseaux du Nouveau Monde ou à quoi ressemblaient les insectes présents ailleurs qu'en Europe. Et donc on pense même, au début du XXe siècle, il y a certains auteurs qui disent que ça a créé une véritable avalanche de plumage d'oiseaux à partir de la fin des années 30. Il y avait un commerce très important en fait entre l'Amérique du Sud et puis l'Europe ou les États-Unis venant tout de Nouvelle-Grenade. Il faut savoir que la Colombie, c'est l'endroit dans le monde où il y a le plus d'espèces d'oiseaux différents. Si vous êtes un ornithologue, l'endroit où vous voulez aller dans le monde pour voir le plus de choses différentes en étant en un seul endroit où vous écoutez ou vous observez, c'est la Colombie, c'est là où vous verrez le plus d'espèces d'oiseaux différentes sur un même territoire. Donc là, juste pour vous montrer, Justin Goudot, il a été donc en 1822 élève en fait au Muséum d'histoire naturelle, et donc on a des traces de sa signature quand il était auditeur de l'enseignant Lamarck. Là, vous avez une lettre de son compagnon Boussingault juste avant qu'il parte à la Nouvelle-Grenade. Donc il partait en fait pour une expédition qui s'appelait l'expédition Zéa, du nom du ministre colombien qui était venu les chercher. Et donc ils sont pas partis de France, en fait, ils sont partis de Belgique, parce qu'à l'époque, il y avait des relations un peu tendues entre la France et la Nouvelle-Grenade qui venait de se libérer du fait d'être une colonie espagnole. Et le roi de France, il était plutôt du côté du roi d'Espagne à lui dire je suis de tout cœur avec toi, c'est dommage que tu aies perdu ta colonie. Et donc quand des naturalistes et notamment des gens du Muséum d'histoire naturelle, cette nouvelle entité a créé ces institutions, il ne fallait surtout pas partir de France, ça aurait été trop suspect. Et donc ils sont partis de Belgique, où c'était plus facile de partir. Ils sont partis dans un bateau en fait qui avait un nom au départ et puis qui a changé de nom. Donc son nom c'était le New York, c'est écrit là. Donc ils partent le 20 septembre 1822, c'est ce qu'écrit Boussingault. Et puis dès qu'il a eu fait quelques kilomètres et qu'il a passé la Manche, en fait il a changé de nom. Le bateau c'est mais en fait il a changé de nom, il a pris un nom colombien. Il était sous pavillon américain, il est devenu bateau sous pavillon de Nouvelle-Grenade, et puis il est parti directement jusqu'au Venezuela, sans avoir donné en fait son itinéraire avant de partir. Une fois qu'ils ont eu traversé l'Atlantique, il a été obligé de remonter le fleuve Magdalene, c'est le fleuve où ils sont arrivés, mais après il y a eu un moment où pour arriver jusqu'à Bogota, vous êtes obligé de prendre ce genre de cheminement, des chemins muletiers. Ça, c'est encore des dessins de François-Désiré Boulin, au moment où il faisait cette expédition. Et puis une fois arrivé à Bogota, là vous avez la deuxième représentation où je suppose que cet individu, ça doit être, c'est possiblement Justin Goudot. Donc là, en l'occurrence, c'était pendant le carnaval à Bogota. Et puis là, vous avez aussi, dans les publications où on peut trouver des informations sur Justin Goudot, c'est écrit en haut là, Justin Goudot, zoologiste au musée, a bien voulu nous faire remettre
par son frère, qui est... c'est par son frère. Donc c'est son frère, en fait, c'est pas lui. Donc là, on sait déjà qu'ils sont deux, au moins. Parce que c'est pas lui qui, en 1828, est revenu au bout de 6 ans de présence en Nouvelle-Grenade. C'est son frère qui a ramené les spécimens d'oiseaux jusqu'en France, de faire ensuite qu'ils soient déterminés. Puis là, vous avez d'autres illustrations des autres endroits où a pu aller Justin Goudot, notamment il est allé en haut de cette montagne qui s'appelle le Tolima, le pic de Tolima. Et ce pic de Tolima, personne, en tout cas dans les locaux ou dans les Européens qui auraient pu arriver avant Justin en Nouvelle-Grenade, personne n'avait osé monter jusqu'en haut. Et il y est allé au bout de plusieurs tentatives et s'est rendu compte en fait qu'il était sur un volcan actif. Donc même si c'est tout enneigé, c'est un volcan actif. Une illustration qui date d'un peu après en fait la découverte par Justin, puisque Justin il y est allé en 1828. Et l'illustration, c'est une autre expédition naturaliste qui s'appelle la Collection Commission Topographica, qui cherchait en fait à cartographier la Nouvelle-Grenade et qui était repassée ensuite sur les traces dans la Gazette de Colombie, qui est une sorte de journal officiel de la Nouvelle-Grenade. Boussingault et Justin Goudot ont découvert en fait que le pic Tolima était un volcan actif, et c'est ce qui est écrit dans le journal à cette époque, donc en 1828 ou 1829. D'autres choses que trouve Justin, c'est notamment des colibris. Il en trouve tellement en fait qu'il y a jusqu'à des espèces qui sont nommées d'après lui. Donc vous avez Chrysuronia goudoti, le colibri de Goudot, c'est un colibri qui a été nommé par quelqu'un d'autre, mais suite à des collectes de Goudot, il lui a donné le nom de Goudot. Je vais vous parler un peu plus loin d'un dénommé Convert, qui lui aussi avait son colibri attitré. Puis vous avez les vendeurs dont je vous ai parlé en France, à Paris, les frères Parzudaki, ils avaient aussi leur colibri attitré. De même pour les frères Dupont. Donc là, c'est pas forcément à chaque fois Justin qui les a collectés, mais les pratiques, quand vous nommez des espèces, vous pouvez donner le nom en référence à quelqu'un que vous connaissez. Là, en l'occurrence, Justin a été à l'origine du nom d'un de ses colibris. Et voilà un peu à quoi ça ressemble au niveau cartographique du déplacement de Justin. Donc, entre sa ville d'origine et sa naissance en 1802, le fait qu'il a été formé au MNHN, il va revenir après 1842 à Paris, et c'est à partir de 1842 qu'il va publier à partir de tout ce qu'il avait collecté, et qu'entre 1842 et 1847, a publié le plus possible ou a distribué, donné, vendre ses collections pour que d'autres publient et donnent des noms aux espèces nouvelles qu'il avait découvertes. Donc, comme vous l'avez compris, ils sont partis à bord du New York le 20 septembre 1802. Ils ont traversé tout l'Atlantique. Ils sont arrivés au port de La Guaira, c'est un port actuellement au Venezuela. Ils mettaient quand même 2 mois pour faire la traversée en bateau. Il y a une partie de l'expédition ZEA, donc Boussingault et puis Rivero, qui ont traversé le Venezuela pour aller jusqu'à Bogota par la terre. Et puis Justin avec Roulin et puis Bourdon, et la femme de Roulin, eux ils sont allés jusqu'au port de Santa Marta. Donc l'image que vous aviez vue tout à l'heure, c'était à Santa Marta ici. Et ensuite ici vous avez le fleuve qui remonte pratiquement jusqu'à Bogota. Donc ils ont remonté ce fleuve et ils sont arrivés jusqu'à Bogota. Et donc c'est à Bogota qu'ils se sont installés dans la maison botanique, dans cette zone où était installé le futur musée. Et donc ça n'a pas vraiment bien fonctionné puisque dès 1826, ils étaient obligés de quitter l'endroit pour arriver à... Donc après, en fait, Justin, il a cherché, il a collecté beaucoup de choses. On sait que Justin, il a collecté un peu partout. Donc il a collecté autour de Bogota. Chaque point, en fait, ça correspond à une observation, une ou plusieurs collectes. Vous voyez qu'il a collecté un peu partout, et donc on a aussi des collectes correspondant à ce qu'il a trouvé au pied de ce volcan, etc., etc. Et puis à un moment donné, il voulait repartir. Il n'a pas pu tout de suite repartir
Et donc, il est quand même resté 20 ans en Colombie. Et puis, quand il a eu suffisamment d'argent pour pouvoir se payer le voyage de retour, il l'a fait par les États-Unis, sans doute en passant par la Martinique. Donc, c'est le tracé que vous voyez là. Et donc, on a une trace du passage de Justin à New York, parce que dès les années 1819, tous les capitaines de bateaux de voyageurs qui arrivaient étaient obligés de déclarer les passagers qu'ils avaient embarqués pour arriver jusqu'aux États-Unis. Donc là, en l'occurrence, c'était un bateau qui partait de Carthagène et qui allait jusqu'à New York. Et là, on apprend que Justin, il est là avec une femme, Madeleine Goudot, et avec 2 enfants. On sait donc qu'il a eu une famille, qu'il a créé une famille en Colombie. Vous avez le nom du bateau dans lequel il a embarqué le 29 octobre 1942. Et à chaque fois, vous avez le nom de... Alors c'est écrit à la manière espagnole, Agustino Goudot. Et on a la date à laquelle il prend le bateau et sa direction. Donc, pour repartir en France, où il restera jusqu'en 1847. Et en 1847, en fait, il reprend le bateau. On ne sait pas vraiment par où il passe, puisqu'on n'arrive pas à retrouver de nouveau dans les informations portuaires américaines le passage de Goudot. Par contre, on sait qu'il est mort ici. Donc en revenant jusque le long de la Magdeleine, il meurt à Honda en 1847, le 6 juin 1847. Donc vous voyez, entre 1802 et 1847, il est mort à 45 ans. Et donc il a quand même eu le temps de faire un certain nombre d'observations et un certain nombre de publications qui font que on se souvient encore de lui plus de 150 ans, presque 200 ans après. Et pourquoi on s'en souvient aussi à la Société d'Illumination? C'est parce qu'une fois qu'il est revenu en France, il a adhéré à la Société d'Illumination. Il a adhéré en déposant un certain nombre d'objets au musée, et notamment donc, un certain nombre de dépouilles d'oiseaux, qui à l'heure actuelle, bien sûr, sont complètement disparues, n'existent plus dans le musée de Lons-le-Saunier. Vous pouvez chercher, vous ne retrouvez plus rien. Ça a sans doute dû disparaître en poussière courant du XXe siècle. Mais il y avait quand même 62 oiseaux. Et donc on sait que Justin est mort à Honda de fièvre typhoïde apparemment. Et on le sait aussi bien, en fait, c'est parce que sa femme, son épouse, est revenue en France. C'était Catherine, son prénom. C'est écrit là. Donc Catherine Velosa Goudot. Elle est revenue en France autour des années 1848-50 pour en fait faire avancer la succession. Et ce qui est particulier, c'est que Justin Goudot, il ne s'est marié que le jour de sa mort. On s'est rendu compte en fait que le jour de sa mort, c'est aussi le jour de son mariage, ce qui a permis à un de ses fils, donc celui qui était effectivement le descendant de la personne avec qui s'est marié Justin, Catherine Velosa, ça a permis à Hippolyte, non pas à Hippolyte, à Alexandre Goudot, à Émile Alexandre Goudot, d'être considéré comme le fils légitime de Justin, alors que Symphorien-Roble, Hippolyte Symphorien-Roble, lui c'est sans doute une roble, c'est sans doute un enfant naturel d'une relation autre qu'avec Catherine Velosa. Tous les deux sont nés à Invagüe, une ville à l'est de Bogota. Et donc là, vous avez d'autres informations. Goudot a fait dans la période de 1842-1847, quand il a eu de distribuer tout ce qu'il avait à distribuer au muséum, il lui restait plein de choses. Et donc, il a commencé à vendre ses parts d'herbiers. Donc, vous voyez que c'est écrit, il y avait entre 3000, 1500 et 800 plantes. 3 séries d'environ 3000, 1500 et 800 plantes d'herbiers qu'il a vendues en 3 tomes différents, si vous voulez, à qui en voulait bien. Et la même chose pour les insectes, 1200 coléoptères, 77 araignées, 29 mille-pattes, un péripathe, ça c'est une espèce d'invertébré un peu particulier qui n'existe pas en Europe. Et des insectes, les suceurs et parasites, ça c'est des insectes genre des punaises si vous voulez, des hémiptères, des holoptères, etc. Donc tout ça, quand le muséum ne voulait pas avoir des doubles, des triples et des quadruples des mêmes espèces, en fait, après il les a vendus à des collectionneurs et à qui ils voulaient. Et apparemment,
il a réussi à vendre. Là, vous avez aussi ce qu'on peut trouver sur les spécimens du muséum. Il y a un certain nombre d'étiquettes, et donc l'étiquette faite par Goudot, Goudot Colombie, là c'est Goudot lui-même qui l'a écrit. Et après, toutes les étiquettes qui suivent, qui se superposent en fait quand c'est épinglé, c'est les étiquettes des différents propriétaires du spécimen et donc qui correspondent aux différentes collections. Donc la collection Dupont, la collection Dejean, la collection Thomson, la collection Auberture et ensuite la collection du MHN. C'est les successions pour ce spécimen-là, ce gros scarabée. Il est passé par plein de collections différentes au fur et à mesure des échanges, des ventes entre collectionneurs. On peut aussi consulter les catalogues d'entrée du MNHN pour arriver à trouver des informations sur Goudot. Et donc il était intitulé Goudot aîné dans les... Alors c'est souvent compliqué parce qu'il n'y a pas le prénom. Vous avez les noms et vous n'avez jamais le prénom. Puis quand vous avez le prénom, vous ne l'avez pas en entier, vous n'avez que l'initiale, J. Goudot. Or, il s'appelle Justin Goudot, mais son petit frère qui est naturaliste et qui, vous allez voir, est allé à Madagascar, s'appelle Jules Prosper, donc c'est la même initiale. Donc souvent, les gens se confondaient les deux, et le but aussi du travail que j'ai fait, c'est d'arriver à attribuer quoi à qui, et donc en sachant dans quelle partie du monde est allé Justin et dans quelle partie du monde est allé Jules Prosper, et en se rendant compte qu'en fait ils ne sont pas du tout allés au même endroit, vous arrivez à réattribuer correctement des spécimens venant de Colombie et qui auraient pu par négligence ou par erreur être attribués à Jules Prosper, alors que ça ne peut être que Justin. Les plantes ont aussi été listées, les oiseaux dont je vous parlais, vous voyez, à Bogota, et là on voit bien que c'est un achat en 1843. Là c'est aussi une plante, mais là carrément il y a le fruit qui est arrivé. C'est une espèce d'ananas, en fait, une bromée glacée. Il a ramené le fruit en même temps que la plante en entier. Et donc en faisant ce travail, on se rend compte donc, non seulement qu'il y a des espèces et des genres qui ont été décrits après la mort de Justin, mais donc à partir de spécimens collectés et rapportés par Justin. Et vous voyez que jusqu'à l'orée du XXIe siècle, il y a certaines espèces, personne n'est allé retourner voir dans les boîtes du muséum avant 1998 pour se rendre compte que cette espèce, elle était nouvelle. Et donc le gros coléoptère que vous aviez là, celui-là, lui, il a été déterminé qu'en 1998, alors qu'il a été ramené en 1842-44 en France et qu'il a sans doute été collecté en 1800, 20, 30. Donc ça peut prendre un certain temps entre le moment de la collecte et le moment de la détermination. Parfois, ça peut créer des choses assez surprenantes. Donc le péripathe dont je vous parlais, cette espèce-là, décrite par un dénommé Bouvier au muséum en 1899, Bouvier, il connaissait le nom Goudot, mais il ne savait pas qu'il y avait deux frères naturalistes qui étaient partis à des endroits complètement différents. Et donc, dans la description qu'il fait de cette espèce qu'il avait dans un local au muséum, avec une étiquette un peu usée, où il y avait écrit Goudot et puis écrit un nom qu'il n'arrivait pas bien, un nom d'endroit qu'il n'arrivait pas bien à déterminer, et bien, il a cru que ça correspondait à Jules Prosper, qui était allé à Madagascar. Et puis il a cru lire en fait que le pays ou la localité indiquée sur le flacon, c'était au Mexique. Et en fait, il s'est trompé. D'une part, c'était pas Jules Prosper, parce que Jules Prosper, il n'est jamais allé au Mexique. Et d'ailleurs, aucun des Goudot n'est jamais allé au Mexique, c'est ce qu'on arrive à voir en compulsant en fait toutes les données, toutes les observations récoltées par les frères. Et donc on peut il faudrait en fait là qu'un spécialiste des péripathes se repenche sur Peripathus goudoti pour vérifier que ce n'est pas quelque chose qui a ensuite été redécrit des années après sous un autre nom, et vérifier que c'est quelque chose qui a bien été, qui est précédent, qui a
où la description précède en fait d'autres qui auraient pu donner un autre nom à cette même espèce. Et de la même façon, cette espèce de grenouille, non, de poisson, pardon, c'est un poisson qui ressemble à une grenouille, a déterminé et décrite en 1866. Ce monsieur Guicheneau, il a cru que c'était Jules Prosper qui l'avait trouvé à Madagascar. Et donc il a décrit l'espèce comme étant de Madagascar. Et pendant plus d'un siècle, jusque dans les années 1998-99, on croyait qu'il y avait une espèce que seul Jules Prosper avait vue et que plus personne n'avait jamais vue à Madagascar, une espèce de poisson donc très très rare, où on avait déterminé que c'était une espèce qui était certainement très haut dans le statut des espèces à protéger dans le territoire de Madagascar. Et en fait, en 1898, il y a des spécialistes des poissons qui ont repris le spécimen d'origine, et puis qui ont bien regardé, et puis qui se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas du tout un poisson malgache, c'était un poisson qui était connu et qui était relativement commun, et qui venait de la mer des Caraïbes. Et en fait, c'était lié à l'erreur d'initiale et l'erreur de détermination de quel était le goulot qui avait effectivement ramené ce spécimen. Et en l'occurrence, c'était pas Jules Prosper, c'était Justin, et il avait collecté ça quand il avait fait son voyage, vous voyez, jusqu'en Nouvelle-Grenade. Alors, vous voyez que rien qu'avec les données naturalistes, on arrive à retracer un peu l'histoire d'un de nos anciens émulateurs, mais on peut le faire aussi quand l'émulateur n'est pas vraiment naturaliste. Et c'est ce qui est vrai pour le premier des trois frères, donc celui qui est né en 1801, Étienne. Lui, il était plutôt pharmacien. Ou en tout cas, il est devenu pharmacien une fois après être arrivé en Nouvelle-Grenade. Là, vous avez un article dans un journal français du 20 septembre 1837 qui parle donc de ce Étienne Goudot. Donc il ne le prénomme pas, on sait juste que c'est Monsieur Goudot. Donc il faut savoir que c'est... on sait que c'est Étienne parce qu'on sait qu'il n'y a que Étienne qui est revenu en France en 1837. Et là, donc, ça parle du retour en France depuis la Colombie d'un Monsieur Goudot avec un certain nombre de produits du pays dont il vient, et notamment des médailles. Il parle de médailles de Simon Bolivar, de médailles de la République bolivienne, etc. Et donc, au musée de Lons-le-Saunier, on a aussi des médailles qui ont été rapportées par ce même Étienne et qui viennent d'Amérique du Sud et qui viennent de Colombie, qui ont été rapportées par Étienne. Et donc on sait qu'à la séance du 12 juin, une des séances de la Société d'émulation, Étienne est devenu membre de la Société en ramenant des objets d'histoire naturelle. C'était pas lui forcément qui les avait collectés, c'était son frère Justin, mais Justin a profité du voyage d'Étienne pour lui dire repars avec ça et ramène ça en France. Et puis si tu veux pas tout ramener à Paris, tu peux aller en ramener jusqu'à Lons-le-Saunier. Et Étienne a aussi notamment ramené des échantillons de minerais. Et alors autant les espèces animales, on ne sait plus trop où elles sont, autant les minerais on les a encore. Là vous avez de l'argent natif sur un bout de quartz en fait, qui a été ramené par Étienne Goudot et donc qui est maintenant enregistré dans les collections du musée. De la magnésie. Alors la magnésie c'est un peu plus dur à voir puisque là c'est dans une boîte maintenant, c'était collé sur la plaque là, mais maintenant c'est dans une boîte parce que ça tombe un peu en poudre. Et là vous avez la description de cette magnésie carrément à l'Institut de France. Étienne Goudot, il avait donné un peu de cette magnésie toujours au même monsieur Roulin, qui à l'époque était bibliothécaire à l'Institut de France et qui a fait une présentation au nom d'Étienne Goudot de cette magnésie sulfatée. Et là vous avez d'autres objets, du fer, encore du fer, avec de l'argent sur le fer, encore du fer, beaucoup de minerais
minerai métallique autour de Bogota, du zinc, encore du fer. Il y a la localisation, Bogota, on sait d'où ça vient, ce que c'est. Et puis quand on regarde dans les anciens listings du musée, on arrive à savoir que c'est Étienne qui l'a ramené. Ça c'est quoi? Du soufre. Donc en lien avec le volcan Tolima. Donc, certainement qu'à un moment donné, Étienne est allé avec Justin jusqu'en haut du volcan Tolima, puisque Étienne il est arrivé en 1825. Donc un an après Justin en Nouvelle-Grenade. Sans doute que Justin en a profité pour lui montrer tous les endroits qu'il connaissait déjà. Et là, c'est quelque chose d'un peu particulier. En fait, c'est un quartz où, à l'intérieur du quartz, vous avez une espèce de trace d'un corail, en fait, qui a été englobé dans le quartz. C'est pour ça que vous avez cet aspect hexaédrique à l'intérieur. Vous avez un laïus, là on voit pas bien, mais en fait, ça explique que ça a dû être ramené par Étienne Goudot, soit l'année 1834, soit l'année 1837, soit l'année 1843. Donc ça vous donne des années où on sait que Étienne Goudot est revenu en France. Et donc là, en l'occurrence, on sait que c'est en 1837 que Étienne a ramené tout ça. Et alors, Étienne, comme il n'a pas collecté beaucoup de choses et qu'il n'a pas donc noté et laissé son nom avec des collectes naturalistes, pour arriver à tracer ses déplacements, on est obligé de chercher d'autres moyens. Et là, c'est notamment les écrits sur les entrées de bateaux quand ils arrivaient aux USA. Donc à chaque fois qu'il est passé aux USA, en fait, on a des traces du passage d'Étienne Goudot. Donc là, on sait que le 5 mars 1824, il était à Philadelphie. Il arrivait d'Angleterre, en fait, le fameux ouf. Et à 23 ans, Étienne se dirigeait vers la Nouvelle-Grenade, allait rejoindre son frère Justin, en passant par les États-Unis. Il n'a pas fait le même voyage que Justin. On sait donc aussi, par le biais de nombreux articles dans les journaux colombiens, que Justin et Étienne a fait parler de lui, notamment parce qu'il a été un des premiers membres de la faculté de médecine de Bogota. Quand il est arrivé en Colombie, en fait, on ne sait pas si Étienne avait déjà une formation de pharmacien. On sait juste qu'il a pu bénéficier d'une formation accélérée et d'un examen à la faculté de médecine de Bogota, parce qu'on a trace, en fait, un enregistrement du fait qu'il a eu un diplôme. Et puis on a un enregistrement, le 3 février 1827, du fait qu'il devient membre de cette faculté de médecine, à la fondation de cette faculté. Et même on a d'autres traces dans des journaux où on parle de lui comme chimiste participant à une autopsie de 1825, avant même qu'il ne soit pharmacien. Et donc bien sûr, si vous trouvez des documents colombiens ou autres qui parlent d'un frère Goudot, des fois, il y a un mélange entre celui qui faisait partie de l'expédition Zéa et celui qui avait une pharmacie à Bogota. Et des fois, c'est écrit que le pharmacien de Bogota, c'est celui qui est venu avec l'expédition Zéa. Mais quand on compulse et qu'on fait correspondre les dates et les noms, quand on arrive à le faire, on se rend compte qu'ils étaient bien deux et qu'il y avait Justin d'un côté, qui était le naturaliste qui se baladait, qui collectait, et puis à Bogota et parfois ailleurs, parfois revenu en France, Étienne qui vendait des produits, notamment il vendait des sels d'iode parce que il avait entendu dire par Moussingo, donc de l'expédition Zéa, que ça pouvait être intéressant pour traiter le goitre. Et donc il vendait ça dans sa pharmacie, alors même que les médecins colombiens, ils n'étaient pas vraiment sûrs que c'était quelque chose d'adapté au traitement contre le goitre. C'était au tout début des traitements contre cette maladie. Et donc, il y a même eu des controverses entre médecins colombiens et pharmaciens, et Goudot-pharmaciens, à propos du fait qu'ils vendaient ces traitements sans vraiment l'aval des médecins colombiens. Et quelque chose d'intéressant aussi qui a été retrouvé et où on a pu montrer à force de recherche, on s'est rendu compte que Étienne, dans un de ses nombreux voyages de retour en France, il est revenu avec des échantillons de curare qu'il a donné à un autre pharmacien qui s'appelle Théophile Jules Peloux.
Et ce Théophile Pelouse, en fait, il les a transmis, ces échantillons, à Claude Bernard, le médecin Claude Bernard. Et c'est à partir de ces échantillons, en fait, que Claude Bernard a pu analyser ce qu'était le curare et à partir de quoi a été fait le curare. Donc dans les nombreux écrits qu'on arrive à trouver, là vous avez une signature d'Étienne Goudot, on voit bien le E qui valide que c'est bien Étienne. Vous avez aussi la signature de ce monsieur Convert, là. Donc c'est le Convert qui a donné son nom au colibri que je vous ai montré tout à l'heure, et qui lui était originaire de Saint-Étienne-du-Bois, donc pas bien loin de Lons-le-Saunier, qui s'est installé aussi à Bogota mais comme commerçant, et qui a dû beaucoup travailler avec le pharmacien Étienne Goudot, tant et si bien que en 1842, quand Étienne décide de céder sa pharmacie et de retourner un peu plus longtemps en France, en fait, il vend sa pharmacie à François Convert. Et quand ensuite Étienne décide de repartir de France et décide à un moment donné de revenir en Nouvelle-Grenade, de revenir en Colombie et de revenir s'installer à Bogota, et il retrouve en fait ce monsieur Convert et il serait associé à Convert pour retravailler dans la pharmacie dont il était lui-même propriétaire avant d'avoir un lieu. On arrive à trouver donc aussi des documents d'entrée dans le port de New York où on voit que Goudot est présent avec une femme, Ignacia. Donc Étienne était marié lui aussi. Et à un moment donné, a ramené sa femme jusqu'en France. Donc ça c'était en 1937. En 1942, on voit qu'il prend de nouveau le bateau pour aller à New York, mais on ne sait pas trop s'il est allé jusqu'en France ou s'il est juste allé à New York pour dire au revoir à Justin qui lui allait en France. En tout cas, il est de nouveau allé avec sa femme. Et en 1943, il reprend le bateau, mais là, il n'est plus avec sa femme, c'est écrit ici, Goudot et Child, donc avec un enfant. Donc c'est son enfant dont on va trouver en fait le nom un peu plus loin. Donc en 1843, il repart en France à partir de New York et il se retrouve en août 1943, il est naturaliste à Frébuant. C'était pas pour la Houe, c'était Frébuant, l'endroit où il a habité un peu dans le Jura. Mais on a réussi à trouver le nom de Félix-Étienne Goudot, qui est l'enfant né à Bogota, fils d'Ignacia et d'Étienne Goudot. Et puis on arrive aussi à avoir des informations sur la présence d'Étienne Goudot après, en fait. Alors là c'est en espagnol, mais je l'ai traduit. C'est un autre voyageur alsacien qui a rencontré Goudot, mais en 1944. Alors qu'en 1944, Goudot était censé être à Frébuant, en mai 1944, il était de nouveau en Nouvelle-Grenade, mais sans doute qu'il n'y était pas resté longtemps. Puis parmi les objets autres que des objets naturalistes, il a ramené notamment ce tambour. Alors ce qui est étonnant, c'est que ce tambour, il est indiqué comme étant des îles Sandwich. Les îles Sandwich, ça peut être l'actuel Hawaï. Donc est-ce que Étienne Goudot est allé jusqu'à Hawaï? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que laisserait supposer ce nom. Là, vous avez un bol colombien, donc là, ça correspond au fait qu'il est allé en Colombie. Et puis vous avez aussi des choses qui viennent de Martinique, comme on le voyait tout à l'heure, qui laisserait supposer que c'est peut-être Étienne qui a ramené des objets de Martinique et pas Justin. Donc là, c'est encore à vérifier. Donc de la même façon, les voyages. Donc plutôt que de passer directement, d'aller par le Venezuela, à chaque fois, Étienne, lui, il est passé par les États-Unis avant de se retrouver à Bogota. Et puis, il est retourné plusieurs fois en France. C'est pour ça que vous avez des allers-retours. En France ou à Paris, puisqu'à Paris, il a été négociant à un moment donné. Il n'a pas été que pharmacien, en fait. Et ce que vous voyez aussi, c'est qu'à certains moments, il ne s'est pas arrêté qu'en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Grenade, pardon.
Il est aussi allé à Cuba. Et ça, c'est simplement des écrits de la Société d'émulation qui nous permettent de voir qu'à un moment donné, il est indiqué comme étant, en 1847, résident à Santiago de Cuba. Et puis un peu plus tard, de 1852 à 1855, il est de nouveau pharmacien, mais au Panama et plus en Colombie. Vous voyez que c'est quelqu'un qui a un peu plus bougé encore que son frère Justin. Et ça se voit dans les différentes archives des annuaires. Ça se voit aussi dans des documents d'achat de produits pour sa pharmacie. La collection Landman et Kemp, c'était des vendeurs de produits pour les droguistes en fait. On arrive à retrouver le nom de Goudot dans des échanges pour acheter des produits de droguistes. Et même dans un almanach de la Nouvelle-Grenade, on arrive à trouver le nom d'Étienne Goudot, de Seigneuresse Goudot, avec un certain Santa Maria et un certain docteur Reyes qui ont établi une pharmacie de Bogota. Donc ça, c'est la pharmacie que Goudot a tenue avec le dénommé Convert, dont je vous parlais tout à l'heure, le même que celui du Colibri. Et là... Est-ce qu'on peut éventuellement envoyer Jules Prosper? Voilà, Jules Prosper de Madagascar. On vous en parlera sans doute à une autre séance. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour tout ce qui est de ceux qui étaient en Nouvelle-Grenade, autant Justin, on sait qu'il est mort en Colombie, et on sait à quelle date. Autant Étienne, on n'a pas d'informations. C'est juste qu'à partir de 1865, on n'a plus de présence d'Étienne dans les membres de la Société d'émulation. Mais par contre, on ne sait pas ni où il est mort, ni quand il est mort. Et donc, le troisième des frères dont je vous parlais l'aurait sans doute une autre fois, c'est Jules Prosper Goudot, qui est allé totalement ailleurs, totalement en direction opposée de ses frères, puisqu'il est allé sur l'île de Madagascar, et donc à chaque fois, il était obligé de faire le tour de l'Afrique en bateau, et lui, il ne mettait pas 1 mois ou 2 mois selon qu'il passait par tel ou tel endroit pour arriver jusqu'en Nouvelle-Grenade. Il mettait 5 mois de bateau pour faire l'aller-retour entre la France et Madagascar, et il a fait ça au moins 3 fois de suite. Il a fait au moins 3, voire 4 voyages jusqu'à Madagascar entre 1829 et 1847, sachant que lui, on a réussi quand même à savoir où il est mort. Il est mort en 1848, après avoir été chassé par la reine de Madagascar, chassé de Madagascar, mais ça sera une autre histoire auquel vous aurez droit, soit en direct, soit même en ayant accès au diaporama, parce qu'on va mettre ça en ligne. Voilà.